Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo aujourd'hui consacrée à un film sorti il y a un petit moment. C'est un film sorti le 30 avril 2014 en France et c'est le dernier Spider-Man. Donc The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros en français et The Amazing Spider-Man 2 en anglais. On aime bien compliquer les titres en français. Et c'est une critique que j'avais déjà faite mais la vidéo a mal été uploadée, genre ça a coupé un bout, du coup je suis obligé de la refaire. Et j'ai vu le film à un moment aussi, donc je vais essayer de vous en parler, même si j'imagine que vous l'avez peut-être vu, ou s'il passe plus dans les salles, je sais pas, ça fait vraiment du coup qu'il est sorti. Donc film réalisé par Mark Webb, le bien nommé, qui avait déjà réalisé le premier, et qui avait réalisé avant 500 jours ensemble, une super comédie romantique. Et qui a donc toujours à son casting les acteurs habituels du premier film, à savoir Andrew Garfield en Spider-Man, Emma Stone en Gwen Stacy. Il y a toujours Sally Field qui joue la tante, et l'apparition de nouveaux acteurs. On revoit vite fait Martin Sheen qui joue son oncle dans les petits flashbacks, mais si vous avez vu les autres Spider-Man de Sam Raimi, vous savez comment c'est introduit un peu. Et donc, nouveau, on va dire, nouveaux antagonistes, donc nouveaux acteurs, à savoir Electro, interprété par Jamie Foxx. Donc Jamie Foxx, l'acteur qui a joué qui a interprété Red Charge au cinéma et qui a fait plein d'autres bons films qui me viennent pas en tête là, Collatéral aussi, avec Tom Cruise. Voilà, il y a aussi Dandy Han qui joue Norman Oscorp, à savoir le bouffon vert. Donc Dandy Han qui avait été révélé dans le film de super-héros teenager qui s'appelait Chronicle. C'est le mec, c'est l'ado qui devient un peu fou à cause de ses super pouvoirs. Voilà, il y a Paul Giamatti qui joue le Rhino, donc qui est à la base un russe, mais j'ai pas retenu le nom du personnage, je sais que c'est le Rhino. Qui est donc Paul Giamatti qui fait beaucoup de second rôle dans les films américains, plutôt d'auteur d'habitude, c'est marrant de le voir dans un blockbuster. Voilà, et petit caméo de Chris Cooper, super acteur Chris Cooper. Pareil, récurrent dans les seconds rôles, qui joue le père de Norman Oscorp. Non. Ah, Norman. Non, c'est lui qui joue Norman Osborn et Harry Osborn c'est le fils. Je sais même plus. Je me confonds les deux personnages. Oscorp, c'est mon entreprise. Je m'en mêle déjà les pinceaux dès le début de la critique, c'est super. Donc c'est parti. Bah, c'est super bien. C'est bien, mais il y a quand même quelques défauts, c'est assez dommage. Donc déjà, de quoi parle le film? Donc ça suit le premier film, puisque c'est une suite. Et donc Spider-Man est l'emblème de la ville de New York, il sauve les citoyens contre des menaces criminelles incroyables. Et il est toujours avec sa copine actuelle qui est Gwen Stacy. Et comment dire, il a pas de doute, mais en gros, faut qu'il fasse un choix, parce qu'il avait fait une promesse, bon, là je spoil, il fait le premier film, mais bon, il y a préception. À la fin du premier film, le père de Gwen Stacy, qui était capitaine de police, meurt et découvre que Spider-Man est Peter Parker, voilà. Et il lui fait promettre qu'il ne doit plus s'approcher de sa fille, chose qu'il va essayer de mettre en pratique dans ce deuxième film. Et donc voilà, en fait il y a deux histoires en gros. Il y a l'histoire principale de Spider-Man avec ses doutes, un peu traitement ado sur le film, donc ses doutes avec sa copine, et aussi la relation avec la relation avec sa tante et la mémoire de ses parents, qui a une place très importante dans le film, mais ça c'est un truc que j'aime pas trop, mais bon, ça c'est un goût personnel, c'est tout. C'est pas en soi, c'est pas un défaut. Parce que le film part un peu en espionnage avec les parents de Peter Parker qui sont un peu présentés comme des savants espions et tout, donc j'aime pas trop. Mais ça c'est juste vraiment juste un goût personnel. Donc voilà, donc il y a cette partie-là de l'histoire qui est très axée sur les sentiments, voilà, le mot vient enfin, les sentiments de Peter Parker, Spider-Man. Et il y a toute l'autre partie avec les méchants. Donc le premier qu'on aperçoit c'est le Rhino, mais c'est vraiment pour la figuration, pour introduire le troisième long métrage. Et les deux suivants, Electro et le bouffon vert, qui donc
Ce sont des méchants récurrents aussi dans l'univers de Spider-Man. Donc Electro, c'est un employé d'Oscorp qui est vraiment pas respecté par l'entreprise et qui est un grand fan de Spider-Man et qui un jour a un accident et devient Electro, voilà, et il pète un câble un peu et puis décide de vouloir tout casser. Et Harry Osborn, c'est donc c'était l'ancien meilleur pote en gros de Peter Parker. Il est parti quelque temps, il revient, et maintenant il revient parce que son père vient de mourir, et donc il revient à la tête de l'entreprise Oscorp. Et pareil, il va péter un câble aussi, et il va vouloir. Il apprend qu'il est. Je vous le dis. Si, on l'apprend au début du film. Ouais, il apprend qu'il est malade et il a besoin du sang. Enfin, il pense avoir besoin du sang de Spider-Man pour pouvoir se soigner. Et bien sûr, il va péter un câble et devenir le Poufon Vert. C'est logique. Là, je vous spoil pas grand chose, que c'est déjà annoncé dans les bandes annonces, la promo et tout, donc c'est pas vraiment du spoil. Voilà, et donc ça c'est. Et donc ils vont. Tous ces méchants vont vouloir affronter Spider-Man, et bien sûr, Spider-Man va s'en sortir, sinon c'est pas un film de super-héros. Donc voilà, l'histoire grosso modo c'est ça. Donc, et là, premier défaut pour moi à faire au film, c'est le changement de ton un peu violent. Enfin, pas changement de ton, c'est plutôt la cohabitation de deux tons très opposés. Dire un ton assez réaliste dans le traitement, enfin voulu dans le traitement des sentiments et des émotions du couple Gwen Stacy Peter Parker, ce qui en soi est tout à fait louable. Donc il veut ancrer un peu plus le film dans une sorte de dans la réalité, le rendre plus réaliste, plus proche de nous. Ça c'est une bonne idée. Moi j'aime beaucoup les films de super-héros qui. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les films. Enfin, c'est surtout la trilogie des Dark Knight qui avait fait ça, ou qui avait vraiment ancré l'univers super-héros dans un monde réaliste. Donc il y a ça. Et il y a aussi tous les aspects. J'ai envie de dire comics, mais c'est pas propre qu'aux comics, mais moi j'appelle ça un peu kitsch, too much, quoi. Je sais pas comment vous le dire en français, je fais des anglicismes, c'est moche. Je sais pas comment l'exprimer avec un mot français, je sais pas. Donc voilà, cet aspect un peu abracadabrantesque, je sais pas, qui n'est pas réaliste du tout et qui fait un peu des sortes de ruptures de ton qui sortent un peu du film, c'est assez dommage. Surtout sur le personnage de Rhino qui a des réactions un peu pas enfantines, mais disons qu'un adulte, enfin en gros un adulte imaginerait qu'un enfant réagisse comme je sais pas comment vous l'exprimer. Les mecs qui ont fait le film ont imaginé que les enfants qui regarderaient le film imagineraient que le personnage réagirait comme ça. Donc c'est pas réaliste du tout, c'est super bizarre, ça sort du film, il a des réactions très disproportionnées. Donc voilà, il y a ces deux aspects qui, je trouve, cohabitent pas ensemble et nuit un peu au film qui en soi est bon. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect un peu scénario et ambiance grosso modo du film. Et j'en viens à la réalisation qui pour moi est le point fort du film. J'avais trouvé, si vous voulez savoir, j'avais trouvé le premier film un peu sans saveur, quoi. Ça m'avait pas plu énormément. Celui-là m'a beaucoup plu. La réalisation est vraiment superbe. Je l'ai pas vu en 3D, mais j'imagine qu'en 3D il est super parce qu'il y a beaucoup d'effets de profondeur et de travail sur la profondeur de champ, mais les plans, les premiers, second plans, troisième plans, il y a beaucoup de travail fait là-dessus. Et d'objets qui vont vers le spectateur aussi. Enfin, il y a beaucoup d'objets filmiques qui vont vers le spectateur. C'est assez bien foutu. Et moi, j'ai retenu. Donc, du coup, j'ai vu le film il y a un moment, mais ça m'avait marqué. J'ai retenu une astuce de mise en scène qui, je trouve, parce qu'il a fait que 3 films, Mark Webb, du coup, et je les ai tous vus. C'est pas difficile de voir 3 films non plus. Est récurrent dans sa filmographie. C'est le travail sur la musique et sur la musique extra et intradégétique. En gros, extradégétique, c'est la musique. Alors, non, on va commencer par intradégétique, c'est la musique qu'on entend vraiment dans le film, c'est-à-dire on filme un groupe en train de jouer de la musique et on entend la musique qui est en train de jouer ce groupe-là. Donc, vraiment, la musique appartient à l'univers comment dire, narratif du film. C'est dans la diégèse, c'est-à-dire c'est dans le scénario, c'est propre à l'univers scénaristique du film.
Et extra-diégétique, c'est-à-dire la musique qu'on rajoute au-dessus, qui provient pas du film en lui-même, c'est-à-dire scène classique, une scène de baiser, on met les violons, bah voilà, dire il n'y a pas 30 violonistes à côté quand les deux s'embrassent, bah ça c'est la musique extra-diégétique. Et donc il y a beaucoup de passages entre les deux, et j'ai retenu deux scènes, enfin qui me viennent à l'esprit. Une scène où Peter Parker a un peu la mort dans l'âme, il est pas bien, il se met ses écouteurs, et en gros au début on entend le son un peu étouffé comme si on entendait la musique sortir des écouteurs, et après quand il décide de se reprendre en main, la musique reprend le film en main en quelque sorte, c'est voilà, métaphore. Voilà, donc c'est un passage comme ça par exemple, et il y en a plusieurs dans le film, mais ça c'est celui qui me vient à l'esprit, moi je trouve ça super bien foutu et ça marche très très bien pour le film. J'aime beaucoup la musique dans les films, j'aime beaucoup le travail dans la musique, le travail de la musique dans les films, pardon. Et ça m'a marqué, j'ai trouvé ça super bien foutu. Et il y en a une en particulier, la scène de combat final entre Electro et Spider-Man qui se passe dans une sorte de centrale électrique avec des sortes de grosses piles, enfin comment vous dire, ouais, ça fait plein de piles de cuivre en gros assez hautes, donc ça fait un champ de piles de cuivre. Et en fait, Electro, comme voilà, il se transforme en électricité, c'est pas ce que je l'ai dit au début, il passe de pile en pile comme ça, et ça crée de la musique. Et au début, on pense que toute la musique qu'on entend est extra-diégétique, en fait, on se rend compte qu'elle est produite par le film, et, ça rythme le combat en lui-même, c'est-à-dire que la musique rythme le combat. Enfin, l'action et la musique sont liées, c'est super intelligent, je trouve, c'est super bien foutu. Et cette scène m'a beaucoup plu aussi. Et donc, dans l'ensemble, la réalisation de Mark Webb est superbe. Enfin, je trouve que. Enfin, autant le premier film m'avait pas beaucoup plu, et 300 jours ensemble avait une super réalisation aussi. Bah voilà, là on va dire qu'il est revenu à son meilleur niveau en quelque sorte. Et donc, pour la réalisation, voilà, c'est tout ce que je voulais dire après. Ouais. Pour le jeu des acteurs, euh, j'aime pas trop. Andrew Garfield, je trouve qu'il est un peu mono-expressif, c'est un peu dommage. Je le trouve pas très bon acteur dans le film, mais bon, c'est assez difficile, je trouve, de juger les jeux des acteurs, c'est assez subjectif comme avis. Mais je trouve que là, la palette d'émotions. Enfin, on ne demande pas non plus aux acteurs de savoir jouer, si en quelque sorte, mais bon, de savoir jouer toutes les émotions possibles dans un film. Mais là, disons que le personnage est un peu cantonné à une seule expression qui est un petit peu dommage. Emma Stone, c'est bien, en Gwen Stacy, elle joue bien aussi. Jamie Foxx, j'aime. En fait, c'est le personnage que j'aime pas, mais lui, il joue bien ce personnage que j'aime pas, donc bon, voilà. Mais lui, il joue bien. Dandy Han moi je trouve que c'est un super acteur, il joue super bien. Et le dernier méchant, Paul Giamatti, donc le méchant est tellement caricatural, je peux. Bah, moi, enfin, ce personnage est tellement. Je trouve. Bah, en plus, là, il n'y a pas de traitement du personnage dans le film, c'est un peu inintéressant, donc bon. Giamatti, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a là, mais là, il n'y a rien il n'y a pas grand chose, du coup, il ne peut pas faire grand chose non plus. Donc bon, pas d'avis dessus, vraiment, il fait ce qu'il peut, quoi. Donc un jeu enfin un casting où il y a des bons acteurs et enfin comment dire hétérogène. Il y a du bon et du moins bon, du bon et du moins bon, voilà, pour faire simple. Voilà, donc la musique, bah oui, donc il y a la super musique dans le film, vous l'aurez compris, ça brasse beaucoup de genres musicaux différents et c'est assez. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu un film. Enfin, j'avais entendu de la musique, enfin de la musique aussi différente dans un film blockbuster en gros. C'est assez intéressant, je trouve. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Je repense à des points. Là, je vais peut-être parler un peu plus du scénario en lui-même pour voir ce qui m'a déplu, donc il y aura sûrement des spoilers. Je préfère prévenir avant quand même. Même si le film est sorti maintenant il y a un moment, mais bon, si vous l'avez toujours pas vu et que vous voulez le voir, je vais pas vous spoiler non plus. Donc là c'est la partie spoiler, ça concernera surtout les traitements des méchants que je trouve vraiment. Enfin, d'un méchant en particulier que je trouve assez raté. Et aussi parler de la suite des films. Enfin, des films suivants. Donc voilà. Tout d'abord, je repensais à un truc sur Electro en fait. Et sur ce que je disais au début, sur l'aspect comics versus réalisme qui marche pas du tout. C'est la transformation de Electro qui est. Certes, on ne demande pas au film que ce soit. Je veux dire, il se transforme en mec qui contrôle l'électricité, enfin qui peut se transformer en électricité, du coup, c'est pas réaliste du tout.
Mais bon, il tombe dans une cuve remplie d'anguilles électriques et c'est ça qui le transforme en électro. Enfin, c'est... Enfin, je veux dire... paye ta transformation, c'est nul. C'est une transformation nulle pour un méchant quand même. Parce que en gros, il y a une sorte de décalage entre le méchant qui est surpuissant et la transformation qui est super nulle en fait. Du coup, ça marche pas et je la trouve super pourrie en fait, cette transformation. Je sais pas d'autres mots, je la trouve vraiment ratée. Voilà, enfin, le Rhino, enfin, je veux pas revenir dessus. On va le ranger dans un coin et on va le laisser tranquille, il sert strictement à rien. Voilà, j'aime pas trop non plus. Ça, c'est un avis par rapport. Enfin, je sais qu'il faut pas juger cette série de nouveaux Spider-Man par rapport aux anciens. Enfin, il n'y a pas de comparaison à faire non plus. C'est de notre époque. Mais ces films-là ont une sorte d'aspect fantastique encore plus prononcé que j'aime pas beaucoup. Alors après, c'est mon avis. Voilà, je tombe dans une cuve d'anguille, je me transforme en mec qui contrôle l'électricité. Je préférais quand il y a une sorte de raison un peu plus scientifique, peut-être c'est peut-être mes goûts personnels aussi qui jouent beaucoup là-dessus. Enfin, sûrement, c'est même mes goûts qui jouent là-dessus, mais bon, j'aime pas trop. Et donc, pour le bouffon vert, qu'il a un aspect de bouffon, enfin de lutin physique à la fin, je trouve ça pas bien, en fait. Tu sais, vous savez, le nez pointu, enfin, crochu comme ça, les oreilles pointues, les ongles qui poussent, et je trouve ça raté. Voilà, et donc à la fin du film, on apprend que ils sont en train de monter une sorte de groupe de méchants pour affronter Spider-Man et le terrasser. Donc ils s'appellent les Sinister Six. Alors je sais plus si c'est dit dans le film, bon, c'est les Sinister Six, c'est ceux qui connaissent l'univers de Spider-Man connaîtront un peu de quoi je parle. Et il y a des petits indices dans le film, des easter eggs comme on dit, disséminés vers la fin du film pour donner en quelque sorte l'identité des méchants du film. Déjà on sait qu'il y aura le Rhino, le Bouffon Vert et Electro, parce qu'on les voit dans le film. Le lézard, je sais pas s'il reviendra, qu'on voyait dans le premier film, c'était le méchant principal du premier film. Mais on voit, si je me souviens bien, les ailes du vautour, j'allais dire faucon, mais non, il s'appelle vautour. Les ailes du vautour, on les voit dans le film. Et on voit les bras du Docteur Octopus, enfin les bras mécaniques qui se fait graffer dans le dos, on a déjà vu Octopus dans le deuxième Spider-Man de Sam Raimi aussi. Voilà, et je sais pas, parce qu'il est prévu aussi des spin-offs sur Venom, je crois, un spin-off sur Venom et un spin-off sur les Sinister Six. À voir si Venom sera introduit dans le troisième film ou s'il y aura encore après un quatrième film, ça. Voilà. Mais Mark Webb a dit qu'il réalisera le troisième, j'ai hâte de voir ce que ça va faire, je suis très confiant. Voilà, donc je vais conclure cette critique. Si vous n'avez pas vu ce nouveau Spider-Man, courez-y, c'était... Enfin, même si je trouve qu'il y a des défauts, c'est un très bon film. C'est un excellent divertissement. Et voilà, donc je vous souhaite d'aller voir de bons films, d'excellents films même, et je vous dis à une prochaine. Ciao!